Elle a déchiré le dessin. Un dessin d'enfant, fait au crayon, et elle l'a juste laissé tomber à mes pieds. Marie Duval n'a pas oscillé. 300 personnes ont regardé cette femme milliardaire anéantir le petit chef-d'œuvre porte-bonheur d'une gamine de 7 ans. Et personne n'a bougé. Moi, Julien Lefebvre, à genoux sur ce marbre froid du Grand Hôtel d'Étoiles à Paris, je n'étais pas un employé perdu. J'étais l'héritier légitime de sa putain de boîte à 6,2 milliards d'euros. Et qu'elle venait de faire la pire erreur de sa vie. Mais comment en étions-nous arrivés là, avec les regards de tout Paris sur moi? Le verre de champagne avait percuté le sol juste avant, explosant dans 1000 morceaux. Marie l'avait juste laissé glisser de ses doigts, comme si ça n'avait aucune importance, comme si la boisson à l'intérieur était moins chère que l'eau du robinet, comme si je n'étais qu'un fantôme là, à 2 mètres d'elle. Qui a laissé entrer cet homme? Avait-elle lancé, sa voix coupant l'air comme une lame glacée. C'est le genre de voix qui vous cloue sur place, qui vous fait vous tenir droit, même si vous ne vouliez pas. Moi, Julien, je n'ai rien redressé du tout. Je tenais mon dossier en cuir de la main gauche, ma main droite dans ma poche, pour cacher qu'elle tremblait comme une feuille. Mon costume bleu marine, c'était celui que j'avais acheté 4 ans plus tôt pour l'enterrement de Sophie, ma femme. Je ne l'avais pas remis depuis. Madame, je m'appelle Julien Lefebvre. Je suis ici pour... Vous êtes ici pour la sortie, m'a-t-elle coupé, s'approchant. Ses talons claquaient sur le marbre, comme un compte à rebours. C'est juste derrière vous, de grandes portes vitrées. Impossible de les manquer. La foule a frémi. 200 personnes dans ce hall qui sentaient le fric et des orchidées fraîches. Des smokings, des robes de soirée, des diamants qui renvoyaient la lumière de lustre qui coûtait plus cher que tout mon immeuble de Saint-Denis. Et tous me regardaient. « Madame, j'ai des documents. Si vous pouviez juste... » « Des documents !» Elle a ri. Pas un rire chaleureux, non. Le genre de rire qui existe uniquement pour rabaisser quelqu'un d'autre. Elle s'est tournée vers les cadres derrière elle. « Il a des documents. » Marc Dumont a gloussé le premier, puis les autres ont suivi. 5 hommes en costume à 10 000 €, riant parce que leur patronne riait, parce que c'est ce que font les gens comme ça. J'ai ouvert mon dossier. Ce sont des documents légaux du Trust Belmont. Si vous jetez un œil, elle l'a arraché. Pas demandé, pas hésité, juste tendu la main et l'a pris de force. Elle l'a feuilleté, scanné la première page, sa lèvre froncée. Trust Belmont, Howard Belmont, a-t-elle lu comme si c'était une blague. Bénéficiaire, Julien James Lefebvre. Intérêt majoritaire 75%. Elle a levé les yeux, me fixant droit dans les miens. Vous prétendez posséder ma société. Je ne prétends rien, c'est le trust, votre société, elle a dit plus fort pour que toute la pièce entende. Elle a levé le dossier. Mesdames et messieurs, tel homme, ce simple ouvrier d'entrepôt, vient d'entrer dans notre gala d'investisseurs et m'a dit qu'il était le propriétaire de Pinnacle Tech. Des murmures ont couru dans la foule. Quelqu'un a sorti un téléphone, puis un autre, puis une douzaine. Ma mâchoire s'est serrée. Mademoiselle Duval, je vous demande respectueusement de vérifier ces documents avec votre équipe juridique. C'est tout ce que je veux. Ce que je veux, c'est que la sécurité fasse son travail. Marie a claqué des doigts, littéralement, comme si elle appelait un chien. Dégagez-le! 2 agences de sécurité se sont avancées, des costauds, oreillettes, l'air mal à l'aise. Attendez! J'ai levé la main, pas agressif, juste un homme qui demandait 1 seconde de plus. S'il vous plaît, lisez-les. Elle a laissé tomber le dossier. Les papiers ont explosé sur le marbre. Des certificats d'action, des documents fiduciaires, des pièces judiciaires. Et juste au milieu, un morceau de papier canson plié en 2. Au crayon, violet et jaune. Un bonhomme allumette avec une cape. Bonne chance, papa. Avec amour, Alice. Écrit en lettres tremblantes de 7 ans, avec un cœur qui prenait la moitié de la page. Il a atterri face visible à ses pieds.
Elle l'a regardé. Mon estomac s'est noué. Pas le dessin. Tout sauf le dessin. Oh! Marie s'est penchée, l'a ramassé avec 2 doigts comme s'il était contaminé. Oh, c'est précieux. Posez ça. La petite pom-pom girl de papa lui a fait un dessin. Elle l'a levé, l'a tourné pour que les caméras puissent le voir. C'est ça votre plan d'affaires, monsieur Lefebvre? Du crayon sur du papier canson. J'ai dit, posez ça. Ma voix a changé, plus grave, plus dure. Sinon quoi? Marie a souri. Vous allez appeler les ressources humaines? Elle a saisi le dessin des 2 mains. Non, elle l'a déchiré en 2. Le bruit était insignifiant. Du papier qui se déchire, rien. Mais pour moi, c'était un coup de pistolet. Alice avait passé 45 minutes sur ce dessin, la langue sortie du coin de la bouche, comme elle le faisait quand elle se concentrait. Elle avait utilisé tous les crayons violettes de la boîte parce que le violet, c'était la couleur préférée de maman. Elle m'avait demandé 3 fois si chance prenait un C ou un K. Marie a laissé tomber les 2 moitiés. Elles ont flotté sur le marbre comme des oiseaux blessés. Voilà. Elle s'est essuyé les doigts sur sa robe, comme si elle avait touché quelque chose de sain. Alors on a fini le spectacle. Je me suis penché, les 2 genoux sur le marbre froid. J'ai ramassé les 2 moitiés avec soin, les ai tenues ensemble. La déchirure traversait le cœur d'Alice. Quelqu'un dans la foule a murmuré « C'est horrible ». Mais à voix basse, personne n'a bougé. « Quelqu'un s'occupe de cet homme », a dit Marie. « J'ai des investisseurs à divertir. » Je suis resté là, j'ai replié les morceaux déchirés, les ai glissés soigneusement dans la poche intérieure de ma veste, près de mon cœur, et je me suis levé lentement. Mes yeux étaient mouillés. Je n'ai pas cligné des yeux pour le cacher. Ce dessin, ai-je dit, vient de ma fille. Elle a 7 ans. Sa mère est morte il y a 2 ans. Elle l'a fait pour moi ce matin, parce qu'elle voulait que je sois courageux. Le sourire de Marie n'a pas vacillé. Très touchant, toujours sans droit d'entrée. Vous venez de déchirer le dessin de la fille d'une femme morte, et vous venez de me faire perdre 5 minutes de ma soirée. On est quitte. La retransmission en direct avait commencé il y a 4 minutes. Un blogueur tech nommé Ryan Chen, 28 ans, près du bar, son téléphone braqué directement sur le visage de Marie. Le nombre de spectateurs grimpait. 10 000, 15, 20 000. Les commentaires défilaient déjà. Qui est cette femme? Pourquoi est-elle si cruelle? Quelqu'un aide cet homme. C'est vraiment Marie Duval. Marie n'a rien remarqué. Elle s'était déjà détournée, attrapant un nouveau verre de champagne sur le plateau d'un serveur. Retour aux affaires, retour à son royaume. Mais je n'ai pas bougé, je ne pars pas. Marie s'est arrêtée, le verre à mi-chemin de ses lèvres. Pardon? Je ne pars pas tant que quelqu'un de votre conseil d'administration n'aura pas lu ces documents. Elle s'est retournée lentement. Le sourire avait disparu. Ce qui l'avait remplacé était pire. Marc. Marc Dumont s'est avancé. 61 ans, cheveux gris sur les tempes. Le genre d'homme qui approuverait tout ce que la personne qui signe ses chèques lui dirait. Oui, Marie. Appelez la police. Nous avons un intrus qui devient nuisible. Déjà fait. Marc a sorti son téléphone. Je me tenais seul au milieu d'un cercle de papier éparpillé. 200 personnes autour de moi. Pas un allié, pas une voix. Mes documents sur le sol, le dessin déchiré de ma fille dans ma poche, et la femme qui venait de détruire l'or d'un enfant ordonnait mon arrestation. C'était le moment où la plupart des gens auraient abandonné. Julien Lefebvre n'était pas la plupart des gens. J'avais appris ça 8 mois plus tôt, dans un appartement de Saint-Denis qui sentait la lessive et les macaronis au fromage. C'était un mardi, je crois, ou peut-être un mercredi. La fatigue brouille tout. Alice dormait. La veilleuse Barbe l'éponge brillait dans sa chambre. Je m'étais assis à la table de la cuisine avec une bière que je n'avais pas touchée, fixant les factures. Électricité, eau, loyer, prêt étudiant pour le diplôme que je n'avais jamais fini.
Les comptes ne tournaient pas. Ils ne tournaient jamais. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Monsieur Lefebvre, c'est Pierre Dubois. Je ne veux pas ce que vous vendez. Je ne vends rien. Je suis le parrain de votre femme. Je n'ai pas raccroché. Sophie avait mentionné Pierre une ou deux fois, un avocat, un vieil ami de la famille. Ils avaient perdu contact avant le mariage. Sophie ne parlait pas beaucoup de moi, n'est-ce pas? Elle a dit que vous étiez gentil. Je le suis. Je suis aussi avocat et j'ai besoin de vous voir demain. C'est à propos de l'héritage de votre femme. Sophie n'avait pas d'héritage. On avait un compte épargne avec 1100 € dessus quand elle est morte. C'est ce qu'elle voulait que vous croyiez. Pierre Dubois est apparu le lendemain soir, 63 ans. Un homme noir dans un pardessus qui avait connu des jours meilleurs mais qui gardait encore sa forme. Cheveux argentés, lunettes. Il se déplaçait lentement, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il avait appris que les hommes lents sont pris au sérieux. Il s'est assis à ma table de cuisine, a regardé autour de lui, a vu les dessins au crayon sur le frigo, le chaos d'un père célibataire, la vie d'un homme qui tenait à peine le coup. Le vrai nom de votre femme était Sophie Belmont. Je l'ai fixé. Son père était Howard Belmont, le magnat de la tech, le milliardaire, le même. Sophie a quitté ce monde à 22 ans, a changé de nom. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que l'argent définisse sa vie. Elle vous a rencontré et pour la première fois, elle était juste Sophie. Elle ne m'a jamais dit, elle allait le faire quand le moment serait venu, puis elle est tombée malade. La voix de Pierre s'est adoucie. Elle me l'a dit lors de l'un de nos derniers appels. Elle a dit, Pierre, promets-moi que Julien sera prêt quand ça arrivera. J'ai promis. Quand quoi arrivera? Pierre a ouvert sa maillette. Les documents à l'intérieur étaient épais, légaux, avec des sceaux officiels et des signatures et des tampons qui semblaient appartenir à un coffre-fort. Howard Belmont est mort il y a 6 mois. Son testament a été scellé, exécuté le mois dernier. Pierre a étalé les papiers. Sophie était son unique héritière. Elle a hérité de 75% de Pinnacle Tech Holdings via un trust irrévocable. Quand elle est décédée, le trust vous a été transféré en tant que fiduciaire à vous et à votre fille Alice en tant que bénéficiaire. Je n'ai pas bougé, n'ai pas scellé. Vous êtes en train de me dire que je possède une entreprise de 6 milliards. Je suis en train de vous dire que votre femme la possédait et qu'elle vous l'a laissée à vous et à Alice. Vous contrôlez les actions votantes. Vous avez l'autorité finale sur chaque décision. Embauche, licenciement, acquisition, tout. Je charge des camions pour vivre, Pierre. Je sais. Je n'ai pas fait d'école de commerce. Je n'ai pas fait d'école du tout. Je suis un chef d'équipe dans un entrepôt qui prend le métro. Je le sais aussi. Alors, comment diable suis-je censé gérer une entreprise technologique? Pierre s'est penché en arrière, a retiré ses lunettes, les a nettoyées sur sa chemise. Le geste d'un homme qui avait déjà annoncé de dures nouvelles. Vous n'avez pas à la gérer. Vous avez à la posséder. Il y a une différence. Le conseil d'administration gère les opérations quotidiennes, mais vous avez le pouvoir d'embaucher, de licencier, de fixer la direction, d'approuver ou de rejeter toute décision de plus de 10 millions d'euros. Le conseil d'administration est au courant? Non. Les avocats d'Howard l'ont gardé secret. Marie Duval, l'actuelle PDG, elle n'a aucune idée de votre existence. Marie Duval. J'avais vu son nom sur des couvertures de magazines et à la caisse du supermarché, des tailleurs stricts, un sourire confiant, l'une des 50 femmes les plus puissantes du monde des affaires. Elle avait pris les rênes il y a 3 ans. Elle est intelligente, agressive et elle vole. Ma tête s'est redressée d'un coup. Quoi? 22 millions en frais de conseil frauduleux, des sociétés écrans, des comptes offshore. Howard enquêtait avant sa mort. Il n'a jamais pu finir. Alors, c'est une voleuse. Une voleuse présumée. J'ai des preuves, mais il faut approfondir l'enquête.
Le fait est que l'héritage de votre femme, l'avenir de votre fille, sont volés par une femme qui ignore votre existence. L'appartement était silencieux. La veilleuse Bob l'éponge clignotait dans le couloir. La respiration d'Alice, douce et régulière, était le seul son. Qu'est-ce que je fais? Vous entrez dans son monde et vous reprenez ce qui vous appartient. Elle va me dévorer. Je n'y connais rien. C'est pourquoi j'ai apporté de l'aide. La sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Clara Martin, 41 ans, d'origine latine, mâchoire ferme, regard encore plus vif. Elle portait un jean et un blazer, comme quelqu'un qui avait été dans des salles de conseil et dans des bagarres de bar, et qui avait gagné les deux. Vous êtes Julien? Ouais. Je suis Clara. Je vais vous apprendre comment entrer dans une pièce pleine de gens qui se croient supérieurs à vous et leur prouver le contraire. Et si je n'y arrive pas? Clara a regardé les dessins d'Alice sur le frigo, les factures sur la table, l'homme debout dans l'encadrement de la porte qui n'avait pas dormi une nuit complète depuis 2 ans. Vous savez déjà survivre avec rien. C'est plus difficile que tout ce qu'ils ont jamais fait. Nous devons juste canaliser ça. Attendez, ici je dois faire une pause. Tout ça, cette situation avec l'héritage, avec Marie Duval, c'était d'une absurdité totale, vous vous rendez compte? Un vieil homme richissime, Howard, qui laisse toute sa fortune, toute sa boîte à ma Sophie et puis à Alice et moi, alors qu'elle s'était tirée à 22 ans en coupant les ponts. Moi, l'ouvrier d'entrepôt de Saint-Denis. Dans ma tête, ça ne collait pas. Ça ne pouvait pas coller. C'était trop gros. J'avais l'impression d'être dans un film, mais un film mal écrit, avec un scénario tiré par les cheveux. Franchement, la première fois que Pierre m'a tout expliqué, je pensais qu'il se moquait de moi ou que c'était une arnaque. 6 milliards d'euros pour un mec qui galérait à payer son loyer tous les mois. Ça défie toute logique. Ça défie tout ce que je croyais savoir sur la vie. Mais c'était réel. Et ça, c'était le plus flippant. C'est comme si le monde, d'un coup, s'était mis à l'envers. Comment faire confiance à un truc pareil? Mais Pierre et Clara, ils étaient tellement sérieux. C'est bizarre comme on peut se retrouver embarqué dans des trucs qu'on n'aurait jamais imaginés, juste parce qu'il faut protéger les siens. Parfois, quand je n'arrivais pas à dormir, je repensais à Sophie. Elle me disait toujours, avec ce petit sourire en coin qu'elle avait, « L'argent, c'est comme le vent, ça va et ça vient. Mais les gens, ça reste. » Elle ne parlait pas de fortune ou de milliards, mais des petits coups durs, des fins de mois difficiles, de la valeur du travail, même celui qui ne paie pas bien. Pour elle, la richesse, c'était la simplicité, la liberté d'être elle-même. Et c'est pour ça qu'elle s'était tirée de tout ça, de cette vie de luxe et de mensonges. Et moi, qui n'avais jamais vu 1 million que sur un écran de télé, je me retrouvais avec sa part du monde des milliardaires. La protéger, elle et Alice, c'était devenu ma seule boussole, même si je ne savais pas du tout où elle allait me mener. Les 8 mois qui ont suivi m'ont brisé et m'ont reconstruit. Clara venait tous les soirs après qu'Alice soit couchée. Elle apportait des rapports financiers, des tableaux Excel, des organigrammes. Je m'asseyais à la même table de cuisine où je payais mes factures impossibles et j'apprenais comment une entreprise de 6 milliards d'euros fonctionnait. Les flux de revenus. Il fallait les connaître. L'infrastructure cloud, les logiciels d'entreprise, les contrats gouvernementaux, les marges. 32% sur le cloud, 18% sur l'entreprise, 41% sur le gouvernement. L'accord de conseil de Murray avec Apex Stratégie, 22 millions sur 3 ans. Des services jamais rendus. L'argent acheminé via une société écran du Delaware vers un compte aux îles Caïmans. Bien, quelle est ta plus grande vulnérabilité quand tu entres là-dedans? J'ai l'air de ne pas être à ma place. Faux. Ta plus grande vulnérabilité, c'est de croire que c'est vrai. Elle était dure avec moi, implacable.
Mais elle apportait aussi des pizzas le vendredi et aidait Alice avec ses devoirs quand j'étais plongé dans les rapports. Alice l'appelait Mademoiselle Clara et lui montrait tous ses nouveaux dessins. Pierre s'occupait de l'aspect juridique, vérifiait chaque document, construisait le dossier contre Marie brique par brique, contactait les membres du conseil en douceur, plantait des graines. On ne peut pas révéler tout ça tout de suite, m'a dit Pierre un soir. Il faut que Marie se révèle elle-même. Son arrogance est notre plus grande arme. Et si elle ne le fait pas, elle le fera. Mettez un homme qu'elle considère en dessous d'elle face à elle lors de son plus grand événement, et elle ne pourra pas s'en empêcher. Les gens comme mes maris ne craignent pas la pauvreté. Ils craignent d'être ordinaires. Défier son statut et elle brûlera tout pour le protéger. Alors là, je suis un appât. Vous êtes un miroir. Vous allez lui montrer et montrer au monde qui elle est vraiment. Je n'aimais pas le plan, mais je le comprenais. Le gala était prévu pour le 12 octobre, la vitrine annuelle des investisseurs de Pinnacle Tech. 500 invités, tous les acteurs majeurs de la technologie et de la finance, l'événement fort de Marie. Je devais y entrer avec rien d'autre que des documents et le dessin de ma fille. Le matin du gala, je me suis agenouillé près du lit d'Alice. « Papa, tu es chic. »« Tu trouves? » »« Oui, comme une star de cinéma, mais tes chaussures sont vieilles. » J'ai ri, le premier vrai rire depuis des semaines. « Merci, ma puce, tu vas à la réunion importante? »« Oui. »« Tu as peur? »« Un peu. Maman a dit que c'est normal d'avoir peur. Elle a dit que si on a peur, c'est qu'on fait quelque chose de courageux. » Ma gorge s'est serrée. Quand est-ce qu'elle a dit ça? Quand elle était malade. Elle a dit, être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est d'y aller quand même. Alice a tendu la main sous son oreiller et sorti un morceau de papier canson plié, au crayon violet et jaune, un bonhomme allumette avec une cape. Je t'ai fait ça pour la chance, c'est toi avec une cape parce que tu es un super-héros. J'ai pris le dessin, les mains fermes. Cette fois, j'ai écrit « Bonne chance, papa ». La chance, ça s'écrit avec un C ou un K. Comme ma puce, tu as eu juste. Et j'ai dessiné un cœur. Tu vois, il est vraiment grand parce que je t'aime très fort. Je l'ai serré dans mes bras, l'ai tenu, j'ai senti son shampoing. Fraise, celui pas cher du supermarché. Je le garderai là. J'ai tapoté la poche de ma veste, près de mon cœur. Promis, tu le ramèneras? Promis. Et promis, tu rentreras à la maison? Toujours, Alice, toujours. Je l'ai embrassé sur le front. Je me suis levé. La babysitter est arrivée. Madame Chen, du 4B, 70 ans, gardait Alice chaque fois que je travaillais de nuit. Elle ne me faisait jamais payer. Elle disait qu'elle aimait la compagnie. Sois sage avec Madame Chen. Je suis toujours sage. C'est discutable. Alice a gloussé. J'ai marché jusqu'à la porte. « Papa? » Je me suis retourné. « Tu vas gagner, je le sais. » Je ne faisais pas confiance à ma voix. J'ai juste hoché la tête, salué de la main et je suis sorti. Le couloir sentait le dîner de quelqu'un. Riz et haricots. L'ascenseur était encore en panne. J'ai descendu 6 étages. La voiture de Pierre attendait dehors. Une vieille berline, propre à l'intérieur. « Prêt? » a demandé Pierre. J'ai touché ma poche. J'ai senti le dessin au crayon contre ma poitrine. Non, mais j'y vais quand même. Dans le hall du Grand Hôtel d'Étoiles, la police était à 12 minutes. Marie se tenait triomphante, un verre de champagne à la main. Marc Dumont souriait narquoisement à ses côtés. 200 invités avaient déjà décidé que j'étais un imposteur, un fou, une blague. Le flux en direct avait atteint 60 000 spectateurs. Je ramassais encore mes papiers éparpillés. Mes mains avaient cessé de trembler. Quelque chose avait basculé quand Marie avait déchiré le dessin d'Alice. La peur n'avait pas disparu. Elle avait changé, endurci en quelque chose d'autre, quelque chose de froid et de clair. J'ai ramassé le dernier document, je me suis levé, j'ai épousseté mes genoux. Marie m'a regardé, amusé. Toujours là,
La plupart des hommes savent quand ils ont été renvoyés. La plupart des hommes n'ont pas ce que j'ai. Une envie de mourir? De la patience. Je l'ai dit si doucement que Marie a dû se pencher pour l'entendre. Et pour la première fois, quelque chose a vacillé dans ses yeux. Pas de la peur, pas encore, mais de l'incertitude. Le genre qui vide dans les tripes, pas dans le cerveau. Le genre que l'on ressent avant de comprendre. Elle l'a refoulé, a bu une longue gorgée de champagne. De la patience, a-t-elle répété. C'est mignon, vous en aurez besoin. La prison, ça peut être lent. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé au-delà d'elle, vers le fond du hall où deux silhouettes venaient de sortir des ombres. Pierre Dubois a ajusté ses lunettes. Clara Martin a craqué ses phalanges et Julien Lefebvre, ouvrier d'entrepôt, père célibataire, l'homme que Marie Duval venait d'humilier devant le monde entier, a regardé une dernière fois le dessin déchiré de sa fille, l'a replié délicatement, l'a remis sur son cœur et a attendu. Parce que la patience, voilà le truc. Elle ne ressemble à de la faiblesse qu'aux yeux de ceux qui n'ont jamais eu à survivre. Et Julien Lefebvre avait survécu toute sa vie. Pierre ne s'est pas pressé. C'était la première chose que Marie a remarquée chez lui, bien qu'elle ne l'ait pas encore identifié. Il traversait la foule comme l'eau traverse la roche, lentement, inévitablement, irrésistiblement. Clara marchait à ses côtés. Ses talons claquaient sur le marbre avec détermination. Chaque pas disait « Ma place est plus ici que la vôtre ». Marie était en train de rire, se tournant vers Marc Dumont quand la voix de Pierre l'a atteinte. « Bonsoir, mademoiselle Duval ». Elle ne s'est pas tournée immédiatement. C'était un coup de force. Elle l'avait appris à 20 ans. Ne jamais se tourner quand un nobody parle. Faites-les attendre. Faites-leur sentir le fossé entre votre monde et le leur. Mademoiselle Duval, elle s'est tournée lentement, ennuyée, prête à congédier quiconque d'un simple regard. Pierre se tenait à 2 mètres et de ma main, une maillette à la main, l'autre main dans la poche de son par-dessus, ses lunettes reflétant la lumière du lustre. Il n'a pas souri, n'a pas tendu la main, il s'est juste tenu là, occupant l'espace comme les vieux chênes occupent l'espace. Tranquillement, éternellement. Et vous êtes? Pierre Dubois, avocat. Le regard de Marie l'a balayé. Le vieux par-dessus noir n'était pas neuf. Elle l'a catalogué en une demi-seconde et l'a classé sous la rubrique « avocat sans importance ». Pour qui? Pour l'homme que vous venez d'humilier. Marie a ri, un rire court, dédaigneux. L'ouvrier d'entrepôt a un avocat. Quel engagement pour une blague. Cet ouvrier d'entrepôt est mon client. Et ces papiers par terre sont des documents légalement contraignants issus d'un trust scellé, exécuté par la succession de Howard Belmont. Le nom a résonné différemment cette fois. Le verre de champagne de Marie s'est immobilisé à ses lèvres. Elle l'a abaissé. Howard Belmont est mort il y a 6 mois. Sa succession a été réglée. Les actions ont été dissoutes dans le pool du conseil. C'est ce qu'on vous a dit. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que vous avez supposé s'être passé parce que vous n'avez jamais vu le testament. Le sourire de Marie s'est aminci. Pas disparu, pas encore, mais plus fin. J'étais la PDG d'Howard. Je connaissais tout de ses affaires. Vous connaissiez ce qu'il voulait que vous sachiez. Pierre a posé sa mallette sur la table la plus proche, l'a ouverte d'un clic. Howard Belmont avait une fille. Howard n'avait pas d'enfant. Howard avait une fille nommée Sophie. Sophie Belmont. Elle a quitté la famille à 22 ans, a changé de nom, a épousé un mécanicien de Saint-Denis, a vécu modestement et décédé d'un cancer il y a 2 ans. Le verre de Marie a descendu d'1 centimètre supplémentaire. Ses phalanges se sont blanchies autour du pied. Ce n'est pas possible. Je suis avec cette entreprise depuis 12 ans. Howard ne vous l'a jamais dit. Il y a une différence entre quelque chose qui n'existe pas et quelque chose qui vous est caché. Le hall était devenu silencieux, pas muet. Les gens chuchotaient encore, remuaient encore, mais l'énergie avait changé. La foule le sentait comme les animaux sentent un orage arriver.
Quelque chose dans la pression de l'air, quelque chose clochait. Marc Dumont s'est avancé. « Marie, tu veux-tu que je m'en occupe? » « Ça va, Marc, parce que c'est clairement une sorte d'escroquerie se présenter avec un acteur en costume bon marché, un faux avocat et des documents falsifiés. Mon numéro d'ordre est 8 Pierre n'a pas élevé la voix. Pas besoin. Inscrit au barreau de Paris depuis 1989, n'hésitez pas à vérifier. J'attendrai. Marc a sorti son téléphone à taper. Son visage a fait quelque chose de compliqué. La confiance s'en drainait comme la couleur d'un coucher du soleil. Il a posé le téléphone. Il est vrai. Bien sûr que je suis réel. Pierre a sorti le premier document de sa mallette. Ceci est le dernier testament de Howard James Belmont. Scellé par ses avocats personnels chez Morrison et Associés, exécuté il y a 30 jours à l'expiration d'une période d'attente de 6 mois, stipulé par Howard lui-même. Il l'a posé sur la table. Ceci est le trust irrévocable établissant Sophie Belmont Lefebvre comme bénéficiaire principale de 75% de Pinnacle Tech Holdings. Deuxième document posé à côté du premier. Ceci est le transfert du trust au décès de Sophie et Julian James Lefebvre et en tant que fiduciaire et à Alice Catherine Lefebvre en tant que bénéficiaire. Troisième document, et ceci c'est la lettre de vérification du tribunal de grande instance de Paris confirmant la validité du trust à la date de mardi dernier. Quatrième document, Marie fixait les papiers, elle ne les a pas touchés. Les toucher les rendrait réels. C'est une fraude, a-t-elle dit, mais le verre de champagne tremblait dans sa main. Ramassez en un, n'importe lequel, regardez les sceaux, regardez les signatures, regardez la notarisation. Ensuite, dites-moi que c'est une fraude. Marie n'a pas bougé. Clara Martin a parlé pour la première fois. Elle ne va pas regarder parce qu'elle sait déjà. La tête de Marie s'est tournée vers Clara. Qui diable êtes-vous? Clara, ma tête à la... Martin, ma marin stratège d'entreprise, est la femme qui a passé 8 mois à enseigner à votre actionnaire majoritaire tout ce qu'il a besoin de savoir pour vous remplacer. Me remplacer? Le rire de Marie est revenu, mais il était creux maintenant, un réflexe sans conviction. Personne ne me remplace. J'ai construit cette entreprise. Howard Belmont a construit cette entreprise, ai-je dit. Tout le monde s'est tourné. J'étais resté là tout le temps, mes papiers rassemblés, mon dossier remonté, le dessin déchiré en sécurité dans ma poche, silencieux, en attente, exactement comme Pierre me l'avait dit. Howard l'a construite, ai-je répété. Ma femme en a hérité, et elle me l'a laissé, à moi et à notre fille. Votre femme? La voix de Marie dégoulinait d'acide. Une femme dont personne n'a jamais entendu parler. Mariée à un homme qui charge des cartons pour vivre. Elle chargeait des cartons aussi. Quand on a commencé à sortir ensemble, elle travaillait de nuit dans un centre de logistique à Aubervilliers. Elle ne m'a jamais dit qui était son père. Elle voulait juste être Sophie. Comme c'est pratique qu'elle soit morte et qu'elle ne puisse rien confirmer de tout ça. La foule a retenu son souffle collectivement. Même Marc Dumont a tressailli. Mon expression n'a pas changé, mais quelque chose derrière mes yeux est devenu très calme. Le genre de calme qui précède un tremblement de terre. Dites ça encore. Marc avait l'impression que la glace fondait sous ses pieds. Ce n'était plus un gala. C'était un film d'horreur qui se déroulait au ralenti. Quand Marie avait déchiré le dessin d'enfant, il avait senti un frisson glacé lui parcourir le dos. Ce n'était pas Marie, c'était la furie pure. Et maintenant, ce type, ce Lefebvre, il avait le regard des bêtes blessées. Calme, oui, mais si calme qu'il en était terrifiant. Et le pire, c'est que Marie ne le voyait pas. Elle était trop haut perchée, trop certaine de son bon droit pour comprendre qu'elle était en train de s'enfoncer. Comme c'est pratique qu'elle soit morte. Ces mots, Marc savait que c'était le point de non-retour. Il avait des enfants lui aussi. Ce type venait de perdre sa femme et Marie venait d'attaquer la mémoire de cette femme. Son estomac s'est retourné. Il avait défendu Marie pendant 7 ans.
a minimisé ses escroqueries, fermé les yeux sur les comptes offshore. Mais ça, c'était autre chose. Ça n'était plus du business, c'était du sadisme pur, indirect devant le monde entier. Marie l'a senti, le changement. Elle avait poussé un bouton qu'elle n'aurait pas dû. Mais Marie Duval n'avait jamais reculé de sa vie. Et elle n'allait pas commencer devant 300 personnes et 60 000 téléspectateurs en direct. J'ai dit que c'était pratique. Femme morte, fille secrète, un trust dont personne n'était au courant. Ça sent l'arnaque à plein nez. Ma femme est morte dans un lit d'hôpital à Saint-Denis. Ma voix était basse. Chaque mot tombait comme une pierre dans l'eau calme. J'ai tenu sa main pendant 16 heures. Notre fille était dans le couloir parce que Sophie ne voulait pas qu'Alice la voie à la fin. La dernière chose que Sophie m'a dite, c'est « Protège notre fille ». Ce n'est pas une arnaque, c'est une promesse. Et je suis ici parce que je tiens mes promesses. Le hall était maintenant mortellement silencieux. Même les chuchotements avaient cessé. Les téléphones enregistraient toujours. Le flux en direct avait dépassé les 100 000 spectateurs. Marie s'est tournée vers Pierre. Même si, et je n'accorde rien, même si ces documents sont réels, la propriété ne signifie pas l'autorité. Le conseil d'administration contrôle les opérations. Le conseil m'a nommé. Cet homme n'a aucun pouvoir ici. Pierre a presque souri. Presque. Mademoiselle Duval, je pratique le droit des sociétés depuis 35 ans. Voulez-vous que je vous explique comment fonctionnent les trusts irrévocables ou préférez-vous vous ridiculiser davantage? Surveillez votre ton. Le trust accorde à Julien Lefebvre des droits de vote complets sur 75% des actions de Pinnacle Tech, ce qui lui donne l'autorité sur toute décision du conseil. Embauche, licenciement, fusion, acquisition et oui, la nomination ou le renvoi du PDG. Les mots ont plané dans l'air comme de la fumée. Il peut vous virer, Marie, a dit Clara simplement. Sans drame, juste un fait. Ce soir, tout de suite, devant tout le monde. Le verre de champagne de Marie a enfin tremblé assez fort pour qu'il se renverse. Une goutte de liquide doré a frappé le marbre. Elle a posé le verre sur la table d'inscription. Sa main était de nouveau ferme, mais cela lui a demandé un effort visible. C'est ridicule, j'appelle le conseil. Ils ont déjà été appelés. Pierre a de nouveau plongé dans sa maillette. J'ai contacté les 12 membres cet après-midi. Les documents ont été envoyés, vérifiés et reconnus par 9 d'entre eux. Les 3 autres sont en route pour cet hôtel en ce moment même. Le visage de Marie a changé. Pas un effondrement. Marie Duval ne s'effondrait pas, mais l'architecture de sa confiance s'est déplacée. Des fissures sont apparues dans les fondations. Des micro-fissures que seul quelqu'un observant de près remarquerait. Elle a remarqué que je la regardais attentivement. Arrêtez de me regarder comme ça. Comme quoi? Comme si vous aviez gagné. Je n'ai rien gagné, je veux juste ce qui appartient à ma fille. Votre fille? Marie a ri, mais cela ressemblait à du verre brisé. Votre fille a 7 ans. Elle fait des dessins au crayon. Elle ne possède pas un empire technologique. Elle en possède 70%. Les crayons sont juste un bonus. Quelque part dans la foule, quelqu'un a ri. Pas de moi. Avec moi. Marie l'a entendu. Sa mâchoire s'est serrée. Marc, où est-ce la police? Marc avait son téléphone à l'oreille. Son visage était de la couleur du lait éventé. Marie, peut-être que nous devrions... Où est-ce la police, Marc? 8 minutes, mais écoutez-moi. Si ces documents sont réels, si ce type possède vraiment, il ne possède rien. Marc lui a attrapé le bras, l'a tiré près de lui à chuchoter. Mais dans un hall silencieux, les chuchotements portent. S'il possède 74% et que vous venez de jeter ses papiers par terre et de déchirer le dessin de son enfant en direct devant 100 000 spectateurs, vous êtes fini. Vous comprenez? Il faut arrêter tout de suite. Marie a retiré son bras. Ne me touchez pas et ne me dites pas quoi faire. Je vous ai fait, Marc. Je vous ai tous fait.
Elle s'est retournée vers moi. Ses yeux étaient différents maintenant. Plus dédaigneux, calculateur, dangereux. Bien, vous voulez jouer? Jouons. Elle a sorti son téléphone. Richard, c'est Marie. Réunion d'urgence du conseil maintenant. Oui, tout de suite. Je me fiche qu'il soit à dîner. Tirez-le de là. Elle a raccroché. À regarder Pierre. Vos documents seront examinés par notre équipe juridique. S'ils sont frauduleux, et ils le sont, je ferai personnellement en sorte que votre client aille en prison pour tentative de fraude. Et s'ils sont authentiques? Marie n'a pas répondu. L'ascenseur a sonné. Les portes se sont ouvertes. Le docteur Henri Moreau est sorti, 58 ans, membre du conseil, l'un des noms les plus respectés de la tech. Il portait un smoking, mais il était froissé. Il s'était clairement habillé à la hâte. Il a regardé autour du hall, a vu l'énergie dispersée, les téléphones, la tension. Ses yeux m'ont trouvé. Monsieur Lefebvre. Marie s'est figée. Henri a marché droit vers moi, a tendu la main. Je suis le docteur Henri Moreau. J'ai examiné les documents du trust il y a 2 heures. Et la voix de Marie était assez forte pour couper la peau. Henri l'a regardé, puis les papiers froissés, puis la tache de champagne sur le marbre, puis de nouveau Marie. Ils sont authentiques, Marie. Morrison et associés ont confirmé. Le tribunal de grande instance a confirmé. J'ai appelé l'avocat personnel d'Howard dans le nord de la France. Il a confirmé. Julien Lefebvre est le fiduciaire légal et l'actionnaire majoritaire de Pinnacle Tech Holdings. Le hall n'a pas haleté. C'était au-delà des halètements maintenant. Le silence était si complet que je pouvais entendre la glace glisser dans les verres de cocktail abandonnés. Le visage de Marie était en porcelaine, parfait et vide. C'est l'avis d'un seul membre du conseil. L'ascenseur a sonné à nouveau. Marguerite Leroy est sortie, 52 ans, directrice des opérations, membre du conseil. Elle tenait une tablette dans une main et des lunettes de lecture dans l'autre. Derrière elle, Gérard Perrin, 64 ans, trésorier du conseil. Marguerite n'a pas hésité, n'a pas scanné la pièce, a marché directement vers Marie. J'ai vérifié les documents de manière indépendante. Gérard aussi. Gérard a hoché la tête. Il ressemblait à un homme qui avait vieilli de 5 ans en 2 heures. Le trust est réel. Le transfert est réel. Monsieur Lefebvre détient 75% de toutes les actions votantes. La voix de Marguerite portait le poids de quelqu'un qui rend un verdict. Marie, vous n'avez jamais été la propriétaire de cette entreprise. Vous étiez une employée. Et en ce moment, vous êtes une employée qui vient d'agresser la propriété personnelle du propriétaire et de l'abuser verbalement devant des centaines de témoins. La lèvre de Marie a tressailli une fois, le plus petit indice, la fissure qui révélait que toute la structure était sur le point de s'effondrer. Elle s'est tournée vers moi, m'a regardé, vraiment regardé pour la première fois de la soirée, et vu le costume bon marché, les mains calleuses, les yeux humides qui n'avaient pas cligné, la poche où le dessin déchiré reposait contre mon cœur. « Ce n'est pas fini », a-t-elle murmuré. « Non », ai-je acquiescé, « ce n'est pas fini ». Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. Un texto de Madame Chen du 4B. « Alice veut savoir si vous avez utilisé le dessin. » J'ai tapé une réponse avec un pouce. « Dis-lui que je le tiens en ce moment même. » 3 points sont apparus. Puis une photo. Alice en pyjama brandissant un nouveau dessin. Celui-ci montrait 2 bonhommes allumettes, un grand et un petit, se tenant par la main. En dessous, au crayon violet tordu. Papa et Alice contre le monde. Je l'ai fixé. Au milieu d'un hall d'hôtel entouré de milliardaires et de caméras et d'une femme qui voulait me détruire, j'ai fixé le dessin de ma fille et j'ai failli sourire. Presque. Parce que la police était à 3 minutes. Marie appelait tous les avocats qu'elle connaissait. Le flux en direct avait atteint 150 000 spectateurs. Et quelque part dans la maillette de Pierre se trouvait un dossier qui allait mettre fin à la carrière de Marie Duval, à sa liberté et à tout ce qu'elle avait construit avec de l'argent volé. Mais cela allait venir. À ce moment précis,
Julien Lefebvre était un père regardant l'art de sa fille. Et c'était suffisant. Pierre est apparu à mon épaule. Calme, solide. Julien, la police est presque là. Je sais, elle les a appelés pour vous. Ils vont la trouver, elle, à la place. J'ai rangé mon téléphone, j'ai touché ma poche, j'ai senti le dessin déchiré. Pierre, oui. Quand tout sera fini, j'ai besoin d'acheter du scotch. Pierre m'a regardé confus. Pour le dessin d'Alice, j'ai promis de le ramener. Pierre Dubois avait pratiqué le droit pendant 35 ans. Il avait été dans des tribunaux et des salles de conseil et des pièces où les enjeux étaient de vie ou de mort. Il avait vu des hommes s'effondrer sous moins de pression que ce que Julien Lefebvre avait enduré ce soir. Il a regardé cet ouvrier d'entrepôt de Saint-Denis, debout dans un hall d'hôtel qui coûtait plus par nuit que son loyer mensuel, tenu ensemble par rien d'autre que la promesse d'une femme décédée et le cœur au crayon d'une fille. « On trouvera du scotch », a dit Pierre. « Bien. Les portes du hall se sont ouvertes. Des lumières bleues et rouges se sont répandues sur le marbre. 2 officiers sont entrés. La foule s'est écartée. Marie Duval a redressé sa colonne vertébrale, a lissé sa robe et s'est préparée à faire disparaître Julien Lefebvre de sa vie pour toujours. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'être retirée de la sienne. Pensez-vous que quelqu'un aurait pu prévoir un tel retournement de situation? Les policiers ont traversé la foule comme s'ils l'avaient fait 100 fois. Le plus grand, le sergent Rivera, 46 ans, marchait avec le calme posé d'un homme qui avait passé 2 décennies à distinguer les menteurs des victimes dans les halls d'hôtels parisiens. Son partenaire, Lajan Davis, 31 ans, restait en arrière de 2 pas, la main près de sa radio balayant la pièce du regard. Rivera s'est arrêté au centre du hall et regardait autour de lui. 200 personnes le fixaient, des téléphones partout. Il pouvait sentir le flux en direct sur lui comme la chaleur d'un projecteur. Qui a appelé pour un intrus? Marie s'est avancée, fluide, maîtrisée. Elle avait retrouvé son calme dans les 90 secondes qui s'étaient écoulées depuis l'entrée des officiers. Épine droite, sourire impeccable, le moindre détail. La PDG milliardaire. Moi, sergent, Marie Duval, PDG de Pinnacle Tech Holdings. Nous organisons notre gala annuel d'investisseurs et cet homme, elle m'a désigné sans me regarder, s'est introduit de force à présenter de faux documents et à perturber notre événement. Rivera m'a regardé, mon costume bon marché, mes yeux rouges, mes papiers serrés contre ma poitrine. Puis il a regardé la foule, les téléphones, l'énergie dispersée d'une pièce qui avait été témoin de quelque chose de moche. « Monsieur, votre nom? » « Julien Lefebvre. »« Et vous êtes ici parce que je possède cette entreprise. » L'expression de Rivera n'a pas changé. Il avait entendu des choses plus étranges un mardi. « Vous avez une pièce d'identité? »« Oui, sergent. » J'ai lentement mis la main dans ma veste, j'ai sorti mon portefeuille, j'ai tendu mon permis. Rivera l'a examiné, l'a tendu à Davis. Vérifiez-le. Je vérifie déjà l'autre aussi, a dit Davis parlant de la routine de Marie. Mais le sourire de Marie a vacillé. Sergent, c'est une perte de temps. Cet homme délire ou est en train de monter une arnaque. Dans tous les cas, il doit être expulsé. Madame, nous allons régler ça. C'est pour ça que nous sommes là. Rivera s'est tourné vers moi. Vous avez dit que vous possédez l'entreprise. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pierre s'est avancé. Sergent, je suis Pierre Dubois, l'avocat de Monsieur Lefebvre. J'ai les documents pertinents ici si vous souhaitez les examiner. Rivera a pris le dossier. Il n'était pas avocat d'entreprise, mais il avait vu suffisamment de documents légaux pour connaître la différence entre quelque chose imprimé dans un centre de reprographie et quelque chose estampillé par un tribunal. Il l'a feuilleté, a lu lentement. Ses sourcils ont bougé 2 fois, les 2 fois vers le haut. Il m'a regardé, puis Marie, puis les 3 membres du conseil debout derrière moi comme un mur. Madame, ces documents semblent être certifiés par le tribunal. Ce sont des faux. Ils ont des tampons notariés du tribunal de grande instance de Paris.
Alors, le tribunal a été trompé. Rivera a refermé le dossier. Il était flic depuis assez longtemps pour savoir quand quelqu'un mentait. Et il était flic depuis assez longtemps pour savoir que la vérité se tenait généralement plus discrètement que le mensonge. Madame, je vais avoir besoin que vous restiez pendant que nous vérifions cela. Restez? La voix de Marie a monté d'une demi-octave. Ce n'est pas moi qui suis en infraction. C'est lui. Personne n'est accusé de quoi que ce soit pour l'instant. J'ai juste besoin que tout le monde reste sur place. Savez-vous qui je suis? Rivera l'a regardé calmement, sans être impressionné. Oui, madame. Vous me l'avez dit. PDG de Pinnacle Tech. Et ce monsieur dit qu'il en est le propriétaire. Quelqu'un se trompe. Et j'aimerais savoir qui avant de passer les menottes à qui que ce soit. La mâchoire de Marie s'est serrée. Elle s'est tournée vers Mark. Appelle Geoffrey tout de suite. Mark avait déjà son téléphone à la main. Geoffrey Morrison, l'avocat personnel de Marie. 500 € de l'heure. Le genre d'avocat qui faisait disparaître les problèmes avant le petit déjeuner. Mais Pierre n'avait pas fini. Sergent, pendant que vous vérifiez la propriété, il y a autre chose dont vous devriez être informé. La tête de Marie s'est tournée vers lui d'un coup. Non, Pierre l'a ignoré. Mon cabinet mène une enquête financière sur Pinnacle Tech Holdings depuis 8 mois. Nous avons découvert des preuves de crimes financiers importants commis par Mademoiselle Duval. C'est de la diffamation. La voix de Marie est devenue froide, glaciale, le genre de froid qui fige les gens sur place. Et vous aurez de mes nouvelles via mes avocats dans l'heure. Je l'espère, a dit Pierre. Il a sorti un deuxième dossier de sa maillette. Celui-ci était plus épais, une étiquette rouge sur le bord. Sergent, je ne vous demande pas d'agir là-dessus. Je vous informe parce que le FBI a été prévenu et des agents fédéraux sont en route. Le mot FBI a traversé la foule comme une onde de choc. Des chuchotements ont éclaté. Le flux en direct, maintenant à 180 000 spectateurs, a explosé de commentaires. Marie a ri. C'était la meilleure performance de sa vie et elle était presque convaincante. Le FBI, bien sûr. Qu'est-ce qui suit? La CIA, les services secrets? 22 millions d'euros. Clara Martin a parlé derrière Pierre. Claire précise, comme un chirurgien nommant la maladie. Acheminé via Apex Strategy Consulting, une entreprise qui n'a pas d'employés, pas de bureau et pas de clientes, juste une boîte postale dans le Delaware et un compte bancaire aux îles Caïmans. Marie s'est tournée vers elle. Vous n'avez pas le droit de... Le compte a été ouvert 4 jours après la mort de Howard Belmont. Clara a levé son téléphone, l'écran tourné vers l'extérieur. 12 paiements sur 18 mois. Tous approuvés par vous. Tous pour des services jamais exécutés. Dois-je continuer? C'est un coup monté, une attaque coordonnée. C'est un audit. La voix de Pierre était la chose la plus calme de la pièce. Howard Belmont l'a commencé avant de mourir. Il vous soupçonnait de voler. Il montait un dossier. Il avait une réunion avec le FBI prévue pour la semaine suivant sa mort. Marie s'est figée, complètement figée. Pas le calme maîtrisé de la confiance, mais le calme glacial d'une femme entendant quelque chose qu'elle pensait être enterrée pour toujours. Ce n'est pas vrai. Howard tenait des notes manuscrites dans un journal qu'il a remis à ses avocats successoriaux avec des instructions pour me le transmettre après l'exécution de son testament. Pierre a fouillé dans le dossier, en a sorti une photocopie. C'est son écriture, authentifiée par 3 experts indépendants. Il l'a levée. Pas pour Marie, pour la pièce. Marie vole, société écran, au moins 20 millions d'euros. Protéger l'entreprise. Protéger l'héritage de Sophie. Contacter le FBI. Marie a fixé le papier. Son visage a fait quelque chose que je n'avais jamais vu sur une personne puissante auparavant. Il s'est vidé. Pas de colère, pas de peur. Juste vide, comme si quelqu'un avait débranché tout ce qui la faisait fonctionner. Puis tout est revenu. Tout. La fureur. Howard était sénile,
Tout le monde le savait. Sa dernière année, il était confus, paranoïaque. Ses notes ne signifiaient rien. Ses médecins ne sont pas d'accord. Pierre a produit un autre document. Évaluation cognitive complète 6 semaines avant sa mort. Fonction normale, esprit clair, jugement sain. Vous aviez planifié ça. Marie m'a regardé, m'a vraiment regardé. Pas mon costume, ni mes chaussures, ni mes mains calleuses. Moi. Vous êtes entré ici en sachant exactement ce qui allait se passer. Je suis entré ici en espérant que vous liriez un bout de papier. Ma voix était calme. Vous avez choisi de le jeter par terre. Vous m'avez piégé. Je me suis présenté. Tout ce qui s'est passé après, c'est vous. Le flux en direct a atteint 200 000. Les agences de presse s'en emparaient. Les reporters appelaient l'hôtel. 2 fourgons de presse étaient déjà dehors. Marie s'est tournée vers Marc Dumont, l'homme qui se tenait à ses côtés depuis 7 ans. Son bras droit, son homme à tout faire. Marc, dis-leur que c'est insensé. Marc ne voulait pas la regarder. Marc, il a fait un pas en arrière. Marc, Marie. Sa voix était à peine audible. Le comte Apex. Vous m'avez dit que c'était un arrangement de consultation légitime. Ça l'était. L'était-ce? Marie l'a fixé. Le silence entre eux en disait plus que n'importe quelle confession. Marc a fait un autre pas en arrière, puis un autre. Puis il s'est retourné et a marché vers l'ascenseur. Il n'a pas couru, ne s'est pas pressé, il s'est juste éloigné d'un pas régulier d'un homme abandonnant un navire en perdition qu'il savait couler depuis des mois. Marie l'a regardé partir. Quelque chose a craqué dans son expression. Pas du remords, pas de la culpabilité. Une perte. La perte spécifique de réaliser que la loyauté achetée avec de l'argent s'évapore à l'instant même où l'argent est remis en question. « Quelqu'un d'autre ?» a-t-elle dit à la pièce. Sa voix tremblait. Elle a fait semblant que non. Quelqu'un d'autre veut abandonner le navire? Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Personne n'a même respiré bruyamment. La radio du sergent Rivera a crépité. Il a écouté. Son visage a changé. Compris. Il a regardé Marie. Quelque chose dans ses yeux avait changé. « Madame, je viens d'être informé que des agents fédéraux de l'unité des crimes financiers du FBI sont dans le bâtiment. » La main de Marie s'est posée sur la table à côté d'elle. Elle s'est stabilisée. C'est un coup monté. « Madame, je veux mon avocat. Je ne dirai plus un mot sans la présence de Geoffrey Morrison. » Vous avez raison. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. 3 personnes sont sorties. 2 hommes, une femme, des costumes sombres, une posture fédérale. La femme menait. L'agent Rachel Torres, 43 ans. Le genre de visage qui ne laissait rien paraître. Elle est allée directement à Rivera. Insigne sorti. Brève conversation. Rivera a hoché la tête, s'est écarté. Torres s'est approché de Marie. « Mademoiselle Duval, je suis l'agent spécial Rachel Torres, crimes financiers du FBI. Nous devons vous parler concernant des irrégularités financières chez Pinnacle Tech Holdings. Je n'ai rien à dire que... Vous avez raison, mais je dois vous informer qu'un mandat fédéral a été signé cet après-midi. Nous allons exécuter une perquisition de votre bureau, de votre domicile et de vos dossiers financiers à partir de demain matin. » La respiration de Marie a changé, plus rapide, plus courte. Le genre de respiration qui se produit lorsque le corps comprend ce que l'esprit refuse d'accepter. C'est politique. Quelqu'un me cible parce que je suis une femme qui a réussi. Madame, c'est financier. 22 millions d'euros ont été transférés via des sociétés écrans sur 18 mois. La trace écrite mène à des comptes à votre nom. Si vous avez une explication, nous aimerions l'entendre. Sinon, nous aimerions que vous nous accompagniez volontairement pour un interrogatoire. Volontairement. Pour l'instant. Ces 2 mots ont frappé plus fort que tout ce qui avait été dit toute la nuit. Pour l'instant, la menace implicite, le compte à rebours, le « nous sommes polis, mais nous n'avons pas à l'être », ce qui séparait une conversation d'une arrestation.
Marie a regardé le hall une dernière fois. 200 personnes. Des membres du conseil qui ne voulaient pas croiser son regard. Du personnel qui avait détourné les yeux. Un blogueur tech avec un téléphone qui avait montré au monde exactement qui elle était. Et moi, Julien Lefebvre, debout là, calme, sans jubilation, sans sourire, juste debout. C'est ça qu'elle détestait de plus, l'absence de victoire dans mes yeux. Si j'avais été arrogant, elle aurait pu me haïr purement. Mais j'avais l'air fatigué, triste même, comme si rien de tout cela n'était ce que je voulais. « Vous pensez avoir gagné ?» m'a-t-elle dit. « Je pense que le dessin de ma fille est déchiré en deux dans ma poche. Je ne pense que personne n'a gagné ce soir. » Marie a cligné des yeux. Pendant une demi-seconde, quelque chose d'humain a traversé son visage. Puis, c'est parti. « Agent Torres, je viendrai volontairement, mais je veux qu'il soit consigné que je nie toutes les allégations. » Notez. Torres a fait un geste vers la porte. Marie a redressé sa robe, a levé le menton, a marché. Chaque pas précis, chaque pas une performance. Même maintenant, même marchant vers la fin de tout, elle jouait un rôle. Elle est passée devant moi, s'est arrêtée. « Vous échouerez », a-t-elle chuchoté. « Vous n'y connaissez rien en gestion d'entreprise. Dans 6 mois, vous l'aurez mené à la faillite. Et tout le monde saura que l'héritage de Howard Belmont est mort avec un ouvrier d'entrepôt qui n'a pas su gérer. » Je l'ai regardé. Pas de colère, pas de peur, juste le calme qui vient d'avoir déjà survécu au pire. Peut-être, mais je le ferai honnêtement et ma fille sera fière de la façon dont je l'aurais fait. La lèvre de Marie a tremblé une fois, elle l'a réprimée, a continué à marcher, la foule s'est écartée, elle a traversé la foule comme un fantôme à travers les murs. Torres et les 2 agents l'ont flanquée, sans la toucher, pas encore, mais prêt. Assez prêt pour marquer le coup. Les portes du hall se sont ouvertes, des flashs d'appareils photo ont éclaté dehors. Marie Duval est entrée dans un mur de lumière blanche et de questions hurlées, et les portes se sont refermées derrière elle, et elle était partie. Le hall a expiré. 200 personnes se sont soudainement souvenues comment respirer, comment bouger, comment chuchoter. L'énergie a changé. La tension s'est écoulée par le sol et a été remplacée par quelque chose d'électrique et d'étourdi. Le Dr Henry Moreau a été le premier à m'approcher. Il a de nouveau tendu la main. Cette fois, je l'ai prise. « Monsieur Lefebvre, au nom du conseil d'administration, je tiens à m'excuser pour ce que vous avez vécu ce soir. » « Il n'a rien fait de mal, docteur Moreau. Je n'ai rien fait du tout. Cela pourrait être pire. » Margaret Leroy les a rejoints. Sa tablette était serrée contre sa poitrine, mais ses yeux étaient doux. « Monsieur Lefebvre, nous devons discuter des prochaines étapes. L'entreprise aura besoin d'une direction immédiate. Le conseil d'administration peut gérer les opérations quotidiennes, mais en tant qu'actionnaire majoritaire, vous devrez être impliqué dans les décisions clés. Cela peut attendre demain. » Margaret a marqué une pause. C'était une femme qui n'attendait jamais rien. Mais elle m'a regardé, mes yeux rouges, mon costume froissé, la façon dont ma main dérivait vers la poche où se trouvait le dessin, et elle a hoché la tête. « Demain. » « Merci. » Pierre est apparu à mes côtés, Clara de l'autre. Les 3 d'entre nous se tenaient ensemble au milieu du hall, entourés de centaines de personnes qui savaient maintenant exactement qui était Julien Lefebvre. « Nous devrions y aller, » a dit Pierre doucement. « La presse sera à l'intérieur dans quelques minutes. » Ouais, ils ont marché vers la sortie latérale, un couloir de service, moins glamour, pas de tapis rouge, mais pas de caméra non plus. Léa Lambert, l'assistante de Marie, la jeune femme qui avait observé depuis le comptoir d'inscription toute la nuit, s'est mise sur leur chemin. Son mascara était coulé. Elle avait pleuré. « Monsieur Lefebvre !» Je me suis arrêté. « Oui, je suis Léa. J'étais l'assistante exécutive de Mademoiselle Duval. Elle serrait un dossier contre sa poitrine. J'ai conservé des dossiers, des emails, des mémos, des choses que je savais être fausses, mais j'avais trop peur de les signaler. » Elle a tendu le dossier. Ses mains tremblaient.
J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'aurais dû vous aider quand vous êtes entré pour la première fois. Je savais que quelque chose clochait avec les contrats Apex. Je savais qu'elle cachait des choses, mais j'avais peur qu'elle me détruise. J'ai pris le dossier, je l'ai regardé, puis j'ai regardé Léa. Vous dites quelque chose maintenant, et ça compte. Le calme de Léa s'est brisé. Elle a appuyé sa main sur sa bouche, a hoché la tête sans pouvoir parler. Clara a posé une main sur l'épaule de Léa. Nous devrons parler demain. Apportez tout ce que vous avez. Léa a hoché la tête à nouveau, s'est écartée. Ils ont continué à marcher dans le couloir de service, dépassant le personnel de cuisine qui fixait, dépassant un jeune homme de salle qui a tenu la porte ouverte et a murmuré « Bonne chance, mec ». Dépassant tout ça, la voiture attendait dehors, la même berline. Le chauffeur de Pierre l'avait amené par l'arrière. Pas de presse ici, pas de caméra, juste une rue calme et une nuit froide. J'ai marqué une pause avant de monter. J'ai levé les yeux vers l'hôtel. 40 étages de verre et d'acier et de richesse. Quelque part à l'intérieur, 500 personnes étaient assises à un dîner qui coûtait plus que mon salaire annuel. Quelque part dehors, Marie Duval était assise à l'arrière d'un véhicule fédéral, apprenant ce que cela faisait de tout perdre. Julien, la voix de Pierre, douce. La voiture attend. Une seconde. A sorti mon téléphone, j'ai appelé Madame Chen. Allô? Bonsoir, Madame Chen. Alice Estelle est toujours réveillée? Elle essaie très fort de rester éveillée. Elle n'arrête pas de demander de vos nouvelles. Froissement, puis cette voix, cette petite voix parfaite qui faisait rétrécir chaque chose terrible de cette nuit à néant. Papa? Salut ma puce, tu as gagné? Je me suis appuyé contre la voiture, j'ai fermé les yeux. J'ai senti l'air froid sur mon visage et le dessin déchiré contre ma poitrine. Oui, Alice, nous avons gagné. Le dessin a aidé, plus que tu ne pourras jamais savoir. Je te l'avais dit qu'il avait de la magie. Le cœur a de la magie dedans. J'ai appuyé ma main contre ma poche, j'ai senti le papier, la déchirure traversant le cœur au crayon. Oui, ma puce, il en a. Tu rentres à la maison maintenant. Tout de suite, j'y serai dans 40 minutes. On peut avoir de la glace? Madame Chen a dit non parce que c'est l'heure d'aller dormir. Mais si tu dis oui, elle doit écouter parce que tu es le papa. J'ai ri, le vrai rire. Celui qui secoue votre poitrine et fait piquer vos yeux pour une raison complètement différente. On verra. Ça veut dire oui? Ça veut dire on verra. Va te brosser les dents, je serai bientôt à la maison. D'accord, papa. Oui, je t'aime très fort. Je t'aime très fort aussi, Alice. J'ai raccroché, je suis resté là un instant, le téléphone dans une main, l'autre main sur mon cœur. Pierre et Clara attendaient. Ils ne m'ont pas pressé. Ils avaient appris cela de moi au cours des 8 derniers mois. Je bougeais à ma propre vitesse et les choses qui importaient le plus pour moi n'avaient rien à voir avec l'argent, le pouvoir ou les entreprises. Je suis monté dans la voiture. Pierre s'est assis à côté de moi. Clara a pris le siège avant. Le chauffeur a démarré, s'éloignant de l'hôtel. La ville défilait. Lumière, bruit, vie. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti les 2 moitiés du dessin d'Alice, je les ai tenues ensemble. La déchirure traversait le grand cœur violet qu'elle avait dessiné. Juste à travers les mots « Bonne chance, papa ». J'ai pressé les morceaux ensemble soigneusement. J'ai aligné les bords. Je les ai tenus jusqu'à ce qu'ils aient presque l'air entier. Pierre, oui. Demain, après la réunion du conseil, après la presse, après tout ça, quoi? J'ai besoin de passer à un magasin, acheter du scotch violet s'ils en ont. Pierre a regardé le dessin déchiré dans mes mains, le cœur au crayon fendu en deux, l'écriture d'enfant de 7 ans qui disait tout sur ce qui comptait et ce qui ne comptait pas. Je suis sûr qu'ils en ont, a dit Pierre. Bien, la voiture a traversé Paris, passant devant les tours et la richesse et le pouvoir, passant devant tout ça, en direction de Saint-Denis, en direction de la maison, où une petite fille de 7 ans se brossait les dents
et négociait des droits de glace et attendait que son père passe la porte. Je me suis appuyé la tête contre la vitre, j'ai regardé la ville s'estomper. J'ai pensé à Marie, à la façon dont elle m'avait regardé quand elle m'avait vu pour la première fois. Ce balayage d'une demi-seconde de ses yeux qui avait rejeté tout ce que j'étais, à la façon dont elle avait déchiré le dessin d'Alice comme si c'était des ordures, à la façon dont elle avait dit que c'était pratique que Sophie soit morte. J'ai attendu la colère, je l'ai cherchée. Elle n'était pas là, juste une lourde fatigue douloureuse. Et en dessous, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 2 ans. Quelque chose qui ressemblait à un sol solide sous mes pieds à nouveau. Quelque chose qui ressemblait à une promesse tenue. La voiture a traversé le pont menant à Saint-Denis. Les bâtiments sont devenus plus petits, les rues plus calmes. La maison s'est rapprochée. Je tenais les 2 moitiés du dessin ensemble et je ne les ai pas lâchées. Alice dormait sur le canapé quand je suis entré. Madame Chen l'avait couverte avec la vieille couverture bleue, celle au bord effiloché qu'Alice refusait de jeter parce que maman l'avait achetée. Bob l'éponge jouait toujours à la télévision, le volume bas. Un bol de céréales à moitié mangé était sur la table basse à côté d'un nouveau dessin. De la peinture humide cette fois, pas du crayon, 2 bonhommes allumettes sous un soleil jaune. Moi et papa, en grosses lettres tremblantes. Madame Chen s'est levée de sa chaise de cuisine. Elle a regardé mon visage et a su que ça s'était mal passé, ou du moins, compliqué. Elle a veillé jusqu'à 21h30, s'est battue durement, a perdu vers 21h32. Je me suis agenouillé près du canapé. La bouche d'Alice était ouverte. Une chaussette enfilée, une chaussette enlevée. Elle s'était endormie en tenant un feutre violet et il y avait une tache sur sa joue. J'ai touché ses cheveux, doucement, comme on touche quelque chose que l'on a peur de perdre. Julien? Madame Chen avait son manteau. Quoi qu'il se soit passé ce soir, cet enfant pense que vous êtes un super-héros. N'oubliez pas ça quand le monde fera du bruit demain. Merci, Madame Chen. Vous me devez une glace. Elle avait négocié dur. Elle est partie. La porte a claqué. Je me suis assis par terre à côté du canapé et j'ai écouté ma fille respirer. Mon téléphone avait 47 appels manqués. Je l'ai éteint. J'ai sorti les 2 moitiés du dessin d'Alice de ma poche. Je suis allé à la cuisine. J'ai trouvé du scotch dans le tiroir à bazar, le genre transparent ordinaire. J'ai aligné les morceaux soigneusement sur le comptoir. La déchirure traversait le cœur, le dé de papa, la cape du super-héros bonhomme allumette. Je l'ai scotché lentement, devant et derrière. J'ai aplati les bords. Ce n'était pas parfait. On pouvait voir la déchirure. Le cœur était de travers maintenant, légèrement décentré là où le papier s'était étiré, mais il tenait ensemble. Je l'ai mis sur le frigo juste à côté de la nouvelle peinture. 2 dessins côte à côte, un parfait, un cassé et réparé. D'une certaine manière, le cassé avait plus de sens. J'ai porté Alice jusqu'à son lit. Elle a remué. « Papa, je suis là. Tu es rentré à la maison? »« Je suis à la maison, ma puce. »« Glace. Demain, je promets. » C'est ce que tu as dit la dernière fois. Cette fois, je le pense, elle s'est rendormie en 30 secondes, comme seuls les enfants peuvent dormir. Complètement, sans négociation, sans le poids de tout ce qui presse à l'intérieur de leur crâne. Je me suis assis sur le bord de son lit pendant longtemps, la regardant, me demandant ce qu'elle penserait quand elle apprendrait. Quand le monde lui dirait que son père possédait une entreprise valant des milliards, que sa mère était secrètement une héritière, que tout dans leur petite vie tranquille avait été construit sur un secret. Je le lui dirais moi-même avant que les nouvelles ne le fassent, avant que les amis d'école ne répètent ce que leurs parents disaient au dîner, avant qu'Internet ne transforme leur famille en histoire. Mais pas ce soir. Ce soir, elle n'était qu'Alice et j'étais juste papa. J'ai dormi sur le canapé, sans prendre la peine de me changer. Je me suis réveillé à 5 heures comme toujours, mon corps entraîné par des années de quart de nuit à l'entrepôt.
Pendant 3 secondes, l'appartement était normal. Cafetière, lumière du matin, le sac à dos d'Alice près de la porte. Puis mon téléphone s'est allumé et le monde s'est précipité. 212 appels manqués. La messagerie vocale était pleine, des textes de numéros que je ne reconnaissais pas. Pierre avait envoyé 14 messages, chacun plus urgent que le précédent. Clara en avait envoyé un. Appelle-moi avant d'allumer la télé. J'ai allumé la télé. Mon visage a rempli l'écran, les images du hall, Marie arrachant mon dossier, les papiers volants, le dessin déchiré, moi à genoux. Le présentateur disait mon nom comme il l'avait dit toute la nuit, comme s'il appartenait à tout le monde maintenant. Julien Lefebvre, chef d'équipe dans un entrepôt de Saint-Denis et père célibataire, a été révélé hier soir comme l'actionnaire majoritaire de Pinnacle Tech Holdings, une entreprise technologique de 6,2 milliards d'euros. J'ai changé de chaîne. Même histoire. J'ai changé encore. Pareil, chaque chaîne, chaque présentateur, chaque angle. Je l'ai éteinte. Papa, pourquoi es-tu à la télé? Alice se tenait dans le couloir en pyjama, les cheveux en bataille, tenant l'éléphant en peluche qu'elle avait depuis l'âge de 3 ans. Ma poitrine s'est serrée. Pas encore. Je n'étais pas prêt. Mais elle était là, et elle demandait, et j'avais promis à Sophie de ne jamais lui mentir. Viens t'asseoir avec moi, ma puce. Elle a grimpé sur le canapé, s'est nichée sous mon bras, encore chaude de sommeil. Tu sais, maman parlait souvent de Pappy Howard, celui que je n'ai jamais rencontré. Oui, celui que tu n'as jamais rencontré. Eh bien, Pappy Howard avait une grande entreprise, vraiment très grande. Et quand il est mort, il l'a laissé à maman. Et quand maman est morte, elle nous l'a laissé. Alice m'a regardé, assimilant 7 ans, faisant des maths qui ne devraient pas être dans la tête d'un enfant de 7 ans. Donc, on possède une entreprise. On fait. C'est une bonne entreprise? Ça va l'être. Je dois aller travailler. J'ai ri, le son m'a surpris. Non, ma puce, tu dois aller à l'école. Burke, mais certaines choses vont changer. Les gens pourraient nous reconnaître. Des journalistes pourraient venir. Les enfants à l'école pourraient dire des choses. Quel genre de choses? De toutes sortes. Des gentilles et des moins gentilles. Alice a réfléchi, son visage sérieux. Le même visage qu'elle faisait quand elle devait choisir entre chocolat et vanille. S'ils sont méchants, je peux te leur dire que mon papa a battu la méchante dame à la télé. Je n'ai battu personne, Alice. J'ai juste dit la vérité. C'est ce que font les super-héros. Il l'a serré plus fort, l'a embrassé sur le haut de la tête. Papa? Oui. Mon dessin est sur le frigo, celui que je t'ai donné, mais il est scotché. Oui, il a été déchiré. La méchante dame l'a déchiré. J'ai hésité. Oui. Alice a glissé du canapé, a marché jusqu'au frigo, s'est mise sur la pointe des pieds, l'a regardé et passé son doigt le long de la ligne de scotch. C'est bon, a-t-elle dit. Quoi? C'est bon qu'il soit déchiré. On voit toujours le cœur et tu l'as scotché, donc ça veut dire que tu l'as réparé. C'est ce que font les papas. Elle s'est retournée. Ils réparent les choses. J'étais assis sur le canapé dans mon costume froissé de deuil, dans un appartement de Saint-Denis qui coûtait 800 € par mois. Et ma fille de 7 ans, debout sur la pointe des pieds en pyjama Bob l'éponge, m'a appris quelque chose qu'aucun conseil d'administration n'aurait jamais pu faire. Les choses cassées fonctionnent toujours. Il faut juste les maintenir ensemble. La conférence de presse fut un flou. 50 journalistes, caméras, microphone. Je me tenais au podium. Le même costume froissé. Pas de prompteur, pas de rédacteur de discours, juste un homme avec un morceau de papier qu'il avait écrit en voiture. Je m'appelle Julien Lefebvre. Je suis un père célibataire de Saint-Denis. Hier, je suis entré dans un hôtel et on m'a dit que je n'y avais pas ma place. La femme qui dirigeait l'entreprise de ma famille a déchiré le dessin de ma fille et a jeté mes documents par terre. J'ai levé le dessin scotché, le cœur violet d'Alice,
la déchirure visible à travers le scotch transparent. Ma fille a fait ça. Elle a 7 ans. Elle y a mis un cœur parce qu'elle m'aime. Une femme qui dirige une entreprise de 6 milliards d'euros pensait que c'était des ordures. Il l'a dit sur le podium. Ce n'est pas des ordures. C'est la chose la plus précieuse que je possède. Plus précieuse que cette entreprise, plus précieuse que n'importe quel certificat d'action ou document de trust. Parce qu'un enfant l'a fait avec amour. Et l'amour est la seule chose que l'on ne peut ni voler, ni contrefaire, ni acheter. J'ai regardé les caméras. Marie Duval fera face à la justice, le FBI fait son travail. Cette entreprise se rétablira. Mais je veux dire quelque chose à tous les parents qui travaillent à 2 emplois, à tous les pères célibataires qui dînent au-dessus de l'évier, à chaque personne qui est entrée dans une pièce et a eu l'impression de ne pas y avoir sa place. Ma voix était calme, posée, comme elle l'était toujours quand je pensais vraiment ce que je disais. Vous n'êtes pas moins, vous n'êtes pas invisible, et le dessin au crayon de votre enfant vaut plus que chaque verre de champagne dans chaque hôtel de Paris. Je me suis retiré. La pièce a éclaté, des questions hurlées, des caméras clignotant. Pierre a pris le microphone. Monsieur Lefebvre ne prendra pas de questions. Il doit aller chercher sa fille à l'école. Cette phrase ferait tous les gros titres du soir. Dans la voiture en direction de l'école primaire de Saint-Denis, je desserrais ma cravate, m'adossais, fermais les yeux. « Tu as bien fait », a dit Clara depuis le siège avant. « J'ai trop parlé. » « Tu as parlé exactement ce qu'il fallait. » Mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. « Monsieur Lefebvre, c'est Frank Rossi de la maintenance. Je voulais juste dire que Howard serait fier. Ne laissez pas les costumes vous changer. PS, le dessin de votre fille est déjà encadré dans la salle de pause des employés. Quelqu'un a imprimé la photo de la conférence de presse. J'espère que ça va. » J'ai tapé une réponse. « C'est bon, Frank. Dites-leur que je vous remercie. » La voiture s'est arrêtée devant l'école à 15h15. La cloche n'avait pas encore sonné. Je suis sorti, je me suis tenu à la clôture avec les autres parents. Certains m'ont reconnu, ont regardé, ont chuchoté. J'ai ignoré. La cloche a sonné. Les enfants ont déferlé, les sacs à dos rebondissants, les lacets défaits, un chaos contrôlé. Alice a explosé par la porte, m'a vu, a sprinté. « Papa !» Elle m'a frappé à pleine vitesse, les bras autour de ma taille, le visage enfoui dans mon ventre. « Salut ma puce, tu es venue. »« Je viens toujours. Madame Patterson a montré à la classe une photo de toi aux infos. Elle a dit que tu étais courageux. Tommy Miller a dit que tu étais célèbre. J'ai dit que tu étais juste mon papa. »« Juste ton papa. C'est la meilleure chose que je sois. » Elle s'est reculée, reculé. M'a regardé. Quelque chose sur son visage avait changé. Pas grand-chose, juste un scintillement. La conscience que le monde était plus grand et plus étrange et plus compliqué qu'elle ne l'avait pensé hier. « Papa, on est riche maintenant? » Je me suis agenouillé à son niveau des yeux. « On a de l'argent, Alice, beaucoup. Mais ça ne nous rend pas différents. Je vais toujours te préparer ton déjeuner. Tu vas toujours faire tes devoirs. On va toujours être nous. On peut être nous avec de la glace? » J'ai ri. Je l'ai soulevée, je l'ai mise sur mes épaules. Elle a attrapé mes cheveux pour s'équilibrer comme elle le faisait toujours. « Oui, ma puce, on peut être nous avec de la glace. » Nous avons marché jusqu'à la bodega du coin. Monsieur Alvarez, derrière le comptoir, a levé les yeux de son journal, a vu mon visage, a regardé le journal, m'a regardé à nouveau. « Lefebvre, c'est vous le type de... »« 2 cornets vanille, s'il vous plaît. » Monsieur Alvarez a regardé pendant 1 seconde de plus, puis a haussé les épaules. Il a servi la glace. 3,50 €. J'ai payé. Somme exacte, comme je le faisais toujours. Nous nous sommes assis sur le banc dehors, le cornet d'Alice coulant sur ses doigts. Le mien fondait parce que j'avais oublié de le manger. Trop occupé à la regarder. « Papa? »
Oui, ma puce. Tu as toujours peur? J'y ai pensé. Aux réunions du conseil de demain et aux enquêtes du FBI et à un monde qui connaissait maintenant mon nom. À Marie Duval dans une cellule fédérale et à Marc Dumont concluant des accords avec les procureurs. Aux 60 000 employés dont la subsistance dépendait des décisions que je prendrais à une table où je m'étais assis pour la première fois 3 heures plus tôt. Un peu. C'est bon. Peur, ça veut dire courageux, maman a dit. Maman avait raison. Maman avait toujours raison. Oui, elle l'était. Alice a léché son cornet, a tapé des pieds contre le banc. Un moment parfaitement ordinaire dans une journée parfaitement extraordinaire. Mon téléphone a vibré. Je l'ai ignoré. Qui que ce soit, le conseil, la presse, le FBI, le monde entier, il pouvait attendre. En ce moment, un homme mangeait de la glace avec sa fille sur un banc à Saint-Denis. Et ça importait plus que tout. La tache de glace sur le T-shirt d'Alice était toujours là quand je l'ai bordé, ce soir-là. Vanille, un cercle parfait sur le col de son T-shirt violette préféré. Elle s'était battue pour ne pas le changer. C'est ma chemise de bataille maintenant, papa, comme ton costume de bataille. Je n'ai pas argumenté. J'ai remonté les couvertures. J'ai glissé l'éléphant sous son bras. Papa, oui, ma puce. Demain, tu peux faire les crêpes avec les visages, celles avec les yeux aux myrtilles et le sourire de banane. Tu oublies toujours le sourire de banane. Je n'oublierai pas. Promis? Promis. Elle dormait en 30 secondes, comme seuls les enfants peuvent dormir. Complètement, sans négociation, sans le poids de tout ce qui presse à l'intérieur de leur crâne. Je me suis assis sur le sol devant sa porte pendant 20 minutes, sans penser, juste assis, laissant le silence de l'appartement faire ce que le silence fait quand on arrête enfin de lui échapper. Mon téléphone était sur le comptoir de la cuisine. Je l'avais laissé là exprès. Le bourdonnement était devenu une sorte de battement de cœur constant, urgent, exigeant. Je pouvais l'entendre vibrer contre le stratifié depuis le couloir. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la cuisine, je l'ai ramassé. 106 nouveaux messages, 38 appels manqués, 3 messages vocaux de Pierre marqués urgents, un texto de Clara qui disait « Date du procès fixée, appelle-moi » et un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Objet de Marie Duval. Je l'ai fixé et une poste en suspens. Je l'ai ouverte. Monsieur Lefebvre, mon avocat m'a conseillé de ne pas écrire ceci. Je l'écris quand même. Je ne vais pas m'excuser d'avoir cru que vous étiez un fraudeur. J'ai passé 20 ans dans des pièces où les gens mentent sur qui ils sont pour obtenir ce qu'ils veulent. J'ai supposé que vous étiez l'un d'eux. J'avais tort. Mais je vais m'excuser pour le dessin. J'y ai pensé depuis qu'ils m'ont amené ici. La façon dont vous avez ramassé ces morceaux, la façon dont vous les avez tenus. Je n'ai pas vu un escroc à ce moment-là. J'ai vu un père et j'ai déchiré l'or de sa fille et je l'ai jeté à ses pieds. Mon propre père est parti quand j'avais 9 ans. Il a tout pris, a laissé ma mère sans rien. Elle a nettoyé des bureaux pendant 16 ans pour me garder à l'école. J'ai passé toute ma vie à m'assurer que je ne serais jamais impuissante comme elle. Et hier soir, je vous ai regardé, un parent qui me rappelait tout ce dont je venais. Et je vous en ai puni. Cela n'excuse pas ce que j'ai fait. Rien ne l'excuse. Mais je voulais que vous sachiez que la femme qui a déchiré ce dessin comprend maintenant, dans cette cellule, ce que coûte la destruction de quelque chose qu'un enfant a fait avec amour. Je vais en prison. Je l'ai mérité. Dirigez l'entreprise mieux que moi. Ce ne sera pas difficile, Monsieur Duval. J'ai lu 2 fois, puis j'ai fermé mon téléphone. Je l'ai posé face contre terre sur le comptoir. Je ne savais pas quoi ressentir, alors je n'ai pas essayé. J'ai juste préparé le déjeuner de demain. Sandwich beurre de cacahuètes confiture, tranche de pommes, une note sur une serviette. Tu es mon rayon de soleil. Amour, papa. La même note que j'écrivais tous les jours. Le même déjeuner que j'avais préparé 1000 fois. Certaines choses ne changent pas. C'était le point.
Le FBI a perquisitionné le domicile de Mary 3 jours plus tard, à 6 heures du matin. Des agents en coupe-vent, des cartons transportés pendant des heures. Son mari, ils s'étaient séparés il y a 2 ans, mais n'avaient jamais finalisé le divorce, a observé de l'autre côté de la rue avec son propre avocat. La perquisition a duré jusqu'à midi. Ils ont trouvé tout ce que Pierre avait dit qu'il trouverait, et plus encore. Des comptes offshore, des registres de sociétés écrans, des emails détaillant chaque transaction frauduleuse, un journal personnel où Mary avait suivi ses vols avec la précision méticuleuse de quelqu'un qui n'avait jamais cru qu'elle serait attrapée. Montant total volé et 3 à 4 millions d'euros, plus que l'estimation initiale. Une partie avait été injectée dans l'immobilier personnel. Une maison au Cap Ferret, un appartement sur la Côte d'Azur, tous deux achetés sous des noms de SCI qui remontaient à Mary via une chaîne de documents que les comptables fédéraux ont mis 3 semaines à démêler. Marc Dumont est devenu témoin de l'État en 48 heures. Il s'est assis dans une pièce avec 2 agences du FBI et un procureur et leur a tout donné. Noms, date, numéro de compte. Il avait été le bras droit de Mary pendant 7 ans et il avait tenu des registres comme un homme tient des registres quand il sait que le navire pourrait couler. Elle m'a dit que c'était une restructuration, a déclaré Marc dans sa déposition. De la comptabilité créative, de l'optimisation fiscale. Je l'ai cru pendant les 2 premières années. Après, je ne l'ai pas cru, mais je suis resté parce qu'elle me payait 400 000 € par an et que j'avais un prêt immobilier. Le procureur a demandé, « Avez-vous déjà envisagé de signaler la fraude? » Marc a regardé la table. Tous les jours, et tous les jours, je décidais que mon confort était plus important que de faire ce qu'il fallait. Qu'est-ce qui a changé? Un homme en costume bon marché est resté dans un hall d'hôtel et a refusé de partir. Et une femme qui me payait 400 000 € par an a déchiré le dessin de sa fille. Et j'ai réalisé que j'étais resté à côté de cette femme pendant 7 ans et je n'étais pas différent. Je n'ai pas regardé les dépositions. Clara me tenait informé. Pierre s'occupait de la coordination juridique avec le FBI. Mon travail, c'était l'entreprise. Et pendant les 6 premières semaines, l'entreprise m'a presque brisé. Des réunions du conseil qui duraient 5 heures. Des rapports financiers que je lisais 3 fois pour comprendre. Des conférences téléphoniques avec des investisseurs qui voulaient être rassurés qu'un ouvrier d'entrepôt ne ferait pas couler leurs actions. Je trébuchais souvent. La 2e semaine, j'ai approuvé un contrat sans lire la clause de responsabilité. Clara l'a rattrapé avant qu'il ne soit signé, mais l'erreur nous a coûté 2 jours de renégociation et la confiance d'un membre du conseil. « Tu ne peux pas signer des choses que tu n'as pas lues, » m'a dit Clara, sans colère. Directement. Je sais, j'étais dépassé. Tu seras à nouveau dépassé. C'est bien, mais ralentis. Pose des questions. Personne ne s'attend à ce que tu saches tout. Ils s'attendent à ce que tu sois honnête sur ce que tu ne sais pas. Je me suis amélioré semaine après semaine. Non pas parce que je comprenais soudainement la finance d'entreprise, mais parce que je comprenais les gens. 30 ans de quart de nuit et de soldes d'entrepôt et de réunions de parents d'élèves et de faire en sorte que les choses fonctionnent avec rien m'avaient donné quelque chose qu'aucun MBA ne pouvait. La capacité d'écouter, d'entendre ce que les gens ne disaient pas, de savoir quand quelqu'un était en difficulté. Parce que j'avais été en difficulté toute ma vie, j'ai parcouru les étages, tous les étages. J'ai parlé aux employés, pas aux dirigeants, aux employés. La femme de la salle du courrier qui y travaillait depuis 22 ans et à qui on n'avait jamais demandé son avis sur quoi que ce soit. L'agent de sécurité qui avait été au gala ce soir-là et qui s'était senti mal de ne pas être intervenu. Le jeune programmeur qui avait signalé une préoccupation concernant les contrats Apex au RH 8 mois plus tôt et à qui on avait dit de s'occuper de ses affaires. « Qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez signalé ?» je lui ai demandé. « Rien. Les RH ont dit qu'ils allaient examiner. Ils ne l'ont jamais fait. Qu'auriez-vous voulu qu'il se passe? Je voulais que quelqu'un écoute. C'est tout. Juste écouter.
J'ai restructuré le programme de dénonciation cette semaine-là. Signalement anonyme, examen indépendant, protection garantie. J'ai mis Franck Rossi, l'homme de l'entretien qui avait brandi la pancarte de bienvenue, au comité consultatif des employés. Moi, avait dit Franck, je répare les climatiseurs. Vous êtes ici depuis 31 ans. Vous connaissez ce bâtiment mieux que quiconque. J'ai besoin de gens qui me disent la vérité, pas de gens qui me disent ce que je veux entendre. Vous n'aimerez peut-être pas la vérité. Je ne l'aime jamais. C'est comme ça que je sais que c'est vrai. Le procès est commencé 4 mois après le gala. Palais de justice fédéral, centre de Paris. Des médias partout. Je me suis assis dans la galerie, pas au premier rang. Au troisième, calme. Je ne voulais pas que cela me concerne. Marie est entrée en uniforme de prison. Elle avait vieilli, pas seulement physiquement. Quelque chose derrière ses yeux s'était éteint. Le feu était toujours là. Il serait toujours là, mais il brûlait différemment maintenant. Vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Elle m'a vu. Nos yeux se sont rencontrés pendant 2 secondes. Elle a hoché la tête, à peine perceptible. J'ai hoché la tête en retour. Le procès a duré 2 semaines et demie. L'accusation a été méthodique. Chaque transaction documentée, chaque société écran tracé, chaque euro comptabilisé. Marc Dumont a témoigné pendant 6 heures. Léa Lambert, l'ancienne assistante de Marie, a témoigné pendant 3, produisant des emails et des mémos internes qui ne laissaient aucune place au doute. La défense de Marie a plaidé la détresse. Une femme partie de rien, qui s'était hissée au sommet, qui avait pris de mauvaises décisions sous pression. Son avocat a peint le tableau d'une femme autodidacte qui avait perdu son chemin. Le jury n'a pas été convaincu. On ne crée pas accidentellement 6 sociétés écrans et on n'achemine pas 23 millions d'euros via des comptes bancaires des Caraïbes. J'ai témoigné le 8e jour. Je portais le même costume bleu marine, le dessin scotché dans ma poche. J'ai raconté l'histoire simplement. Le gala, l'humiliation, le dessin. Je n'ai pas enjolivé, je n'ai pas dramatisé. J'ai répondu à chaque question avec la précision tranquille d'un homme qui avait passé sa vie à être sous-estimé et qui avait appris que la vérité n'a pas besoin d'ornement. L'avocat de la défense a essayé de me déstabiliser. Monsieur Lefebvre, n'est-il pas vrai que vous êtes entré au gala sans invitation formelle? Oui. Et n'est-il pas vrai que vous avez refusé de partir quand on vous l'a demandé? J'ai refusé de partir avant que quiconque n'examine mes documents, oui. Alors, vous pouvez comprendre pourquoi Mademoiselle Duval aurait pu vous percevoir comme une menace. Je l'ai regardée. Je pèse 77 kilos dans un costume de 4 ans. Elle avait 2 agences de sécurité, 300 invités et un bâtiment plein de personnel. Si elle s'est sentie menacée par moi, cela en dit plus sur elle que sur moi. La défense n'a pas eu de question de reprise. Coupables, les 19 chefs d'accusation. Le président a lu chacun d'eux et chacun est tombé dans la salle d'audience comme un clou enfoncé dans le bois. Marie est restée immobile pendant tout le processus. Elle n'a pas bronché, n'a pas pleuré, elle est juste restée debout. La sentence est tombée 3 semaines plus tard. La juge Maria Hernandez, 61 ans, connue pour être juste et impitoyable à parts égales. Mademoiselle Duval, vous avez volé 23,4 millions d'euros à une entreprise qui vous a été confiée. Vous avez exploité la mort de son fondateur. Vous avez tenté de victimiser son héritier. Vous n'avez montré aucun remords avant votre arrestation. Marie s'est levée, son avocat à ses côtés. Je vous condamne à 28 ans de prison fédérale, éligible à la libération conditionnelle dans 18 ans. Les genoux de Marie ont cédé. Son avocat a rattrapé son bras. Elle s'est stabilisée, s'est redressée, a regardé la juge. « Merci, votre honneur. » 2 mots, à salle d'audience, a murmuré. Marie s'est retournée, a marché vers la porte où attendaient les marshals. Elle a passé ma rangée, s'est arrêtée. « Prenez soin de ce dessin, » a-t-elle dit. « Je le ferai. » Elle a continué à marcher. Les marshals l'ont flanquée.
La porte s'est refermée. Elle était partie. Devant le palais de justice, les journalistes se sont rués. Je me suis tenu au microphone. Même costume, même calme. Justice a été rendue aujourd'hui, non pas parce que Mary Duval va en prison, mais parce que le système a fonctionné. Les employés de Pinnacle Tech méritent une entreprise honnête. Ma fille mérite un héritage propre. Et Howard Belmont mérite de savoir que son héritage est entre de bonnes mains. J'ai marqué une pause, j'ai regardé directement les caméras. Je veux dire une chose de plus. À tous les parents qui travaillent à 2 emplois en ce moment, à tous les parents célibataires qui mangent des céréales pour le dîner afin que leur enfant puisse avoir le vrai repas, à chaque personne qui est entrée dans une pièce et a eu l'impression de ne pas y avoir sa place. J'ai brandi le dessin scotché, le cœur violet d'Alice, la déchirure visible, le scotch transparent le maintenant ensemble. C'est la chose la plus puissante du monde. Pas l'argent, pas un titre, pas un bureau de direction, l'amour d'un enfant. C'est incaissable. Même quand quelqu'un le déchire, on peut le remettre ensemble et il fonctionne toujours. Le cœur tient toujours. J'ai remis le dessin dans ma poche. Rentrez chez vous, serrez vos enfants dans vos bras. C'est tout ce qui compte. Je suis parti. Plus de questions, plus de caméras. Juste un homme en costume bon marché descendant les marches du palais de justice. Pierre attendait à la voiture. La presse en veut plus. La presse en a assez. Le conseil veut discuter du lancement de la fondation demain. Clara a besoin que tu revoies le... Pierre. Oui. Je vais chercher ma fille. Ensuite, on va à la bodega pour la glace. Ensuite, on rentre à la maison. Tout le reste peut attendre. Pierre a ouvert la porte de la voiture. Il n'a pas discuté. La fondation Sophie Lefebvre a été lancée 1 mois plus tard. 30 millions d'euros. Pas 50. Je ne croyais pas aux annonces qui ressemblaient à des performances. 30 millions alloués spécifiquement. Aide juridique gratuite pour les parents célibataires, subvention pour la garde d'enfants, bourse d'études, programme d'éducation financière. Chaque euro suivi, chaque programme mesuré. Pas de société écran, pas de comptabilité créative, juste de l'argent allant là où il était censé aller. Je ne l'ai pas nommé d'après moi. Je l'ai nommé d'après la femme qui a tout commencé en renonçant à une fortune parce qu'elle voulait une vie réelle. La première subvention est allée à un père célibataire à Marseille, 2 enfants, travaille de nuit dans une usine automobile. Son propriétaire l'expulsait parce qu'il avait manqué 1 mois de loyer pendant que son fils était à l'hôpital. La fondation a couvert 6 mois de loyer, les factures médicales et un avocat qui s'est assuré que l'expulsion soit annulée. Je l'ai appelé personnellement. Monsieur Lefebvre, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Rentrez chez vous auprès de vos enfants. Comment je rembourse ça? Vous ne remboursez pas. Un jour, quand vous le pourrez, vous aiderez quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche. 1 an a passé. L'action Pinnacle Tech avait augmenté de 31%. Les revenus ont augmenté. La satisfaction des employés a atteint les chiffres les plus élevés de l'histoire de l'entreprise. Le comité consultatif des employés, dont Franck Rossi faisait partie, avait mis en œuvre 23 changements de politique. Tous petits, tous significatifs. Un congé parental plus long, une garde d'enfants subventionnée, un frein pour les employés confrontés à des urgences. Je prenais toujours le métro pour aller travailler 3 jours par semaine. J'avais déménagé, non pas dans un manoir, mais dans une maison du même quartier. 3 chambres, un jardin. Alice avait une balançoire et un chien nommé Biscuit qui mangeait des chaussures. Je lui préparais toujours son déjeuner tous les matins. Sandwich beurre de cacahuètes confiture, tranche de pommes, une note sur une serviette. Le dessin scotché était accroché dans mon bureau. 40e étage, juste à côté de la fenêtre d'où s'étendait Paris. Les visiteurs le voyaient immédiatement. Certains posaient des questions. La plupart n'en avaient pas besoin. Ils avaient vu la vidéo, ils savaient. À côté, encadré, se trouvait un nouveau dessin.
Alice l'avait fait pour le premier anniversaire. 3 bonhommes allumettes cette fois. Un grand, un petit et un avec des ailes flottant au-dessus d'eux. Papa et Alice et maman au ciel. Le cœur était encore plus grand cette fois. Il occupait un quart de la page. J'étais dans mon bureau quand l'appel est arrivé. 1 an et 2 mois après le gala, Clara a frappé. Il y a un homme en bas. La sécurité l'a signalé. Il n'est sur aucune liste. Il dit qu'il a besoin de vous voir. Qui est-ce? Il ne veut pas donner son nom. Il dit juste qu'il a conduit 4 heures et qu'il ne partira pas avant de vous parler. À quoi il ressemble? Trentaine, bottes de travail, tenant un dossier. Je me suis figé. Faites-le monter. L'homme qui est entré dans mon bureau avait 36 ans, latino, main calleuse, de la peinture sur son jean. Il tenait un dossier comme j'avais tenu le mien cette nuit-là au gala, serré comme s'il contenait quelque chose de précieux et de fragile et de facilement destructible. Monsieur Lefebvre, je m'appelle Carlos Sanchez. Je suis peintre en bâtiment à Sarcelles. Je suis aussi l'unique héritier d'une entreprise manufacturière que mon grand-père a construite. Mon oncle la dirige depuis 8 ans. Il la vole. Tout le monde me dit que je ne peux pas le combattre parce que je ne suis personne. Je suis juste un peintre. Carlos a tendu le dossier. Sa main tremblait. J'ai regardé votre vidéo, celle du gala. Je l'ai regardée 40 fois et j'ai pensé, si un ouvrier d'entrepôt peut entrer dans une pièce pleine de milliardaires et reprendre ce qui lui appartient, peut-être qu'un peintre en bâtiment le peut aussi. J'ai pris le dossier, je l'ai ouvert, j'ai regardé les documents, un schéma familier, des papiers de trust, des irrégularités financières, un héritage familial dévoré par quelqu'un qui se croyait intouchable. J'ai regardé Carlos, je me suis revu 12 mois plus tôt, effrayé, dépassé, debout dans une porte avec tout à perdre. « Asseyez-vous, Carlos, vous allez m'aider. » Je ferai mieux que ça. J'ai pris mon téléphone. « Pierre, j'ai besoin de toi ici. » Et j'ai appelé Clara. On a du travail. Je me suis tourné vers Carlos. Vous n'êtes personne et votre oncle vient de manquer de temps. Carlos s'est assis, a expiré le son d'un homme posant quelque chose qu'il portait seul depuis des années. Ce soir-là, j'ai récupéré Alice à l'école. Même clôture, même chaos, même explosion de 7 ans à travers la porte. « Papa, salut ma puce. J'ai eu une étoile d'or en lecture. »« C'est ma fille. Et Tommy Miller a dit que son papa t'a revu à la télé. Qu'est-ce que tu as dit? » J'ai dit que mon papa est à la télé parce qu'il est gentil avec les gens. C'est vrai? C'est exactement ça. Nous avons marché jusqu'à la bodega. Monsieur Alvarez avait préparé nos cornets avant que nous n'atteignions le comptoir. 2 vanilles, 3 verres, 50 €. J'ai payé la somme exacte. Nous nous sommes assis sur le banc. Papa? Oui, ma puce. Un garçon à l'école a dit qu'on était riche. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'on avait de la glace. C'est la même chose. Je l'ai serré fort, l'ai embrassé sur le haut de la tête. J'ai senti le shampoing à la fraise, celui pas cher du supermarché. Je pouvais maintenant me permettre celui cher. J'achetais toujours le pas cher. Alice aimait l'odeur. C'était suffisant. Mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti. SMS de Franck aussi. Patron, le dessin de la salle de pause commence à dater. Alice a-t-elle de nouveaux dessins? Les gars demandent. Je l'ai montré à Alice. Les gens du travail de papa veulent un nouveau dessin. Les yeux d'Alice se sont écarquillés. Vraiment, pour tout le bâtiment, pour la salle de pause, c'est comme une galerie. Je suis une artiste dans une galerie. Tu l'es, c'est sûr. Je vais faire le meilleur de tous les temps avec des paillettes. S'il te plaît, pas de paillettes. Toutes les paillettes. J'ai ri, Les a ri. Monsieur Alvarez a ri derrière le comptoir, bien qu'il ne puisse probablement pas nous entendre. Le soleil se couchait. L'enseigne néon de la bodega s'est allumée. Le trafic bourdonnait. Quelque part à Paris, une entreprise d'une valeur de 6 milliards d'euros fonctionnait sans problème, parce qu'un ouvrier d'entrepôt de Saint-Denis
était entré dans une pièce où il n'avait pas sa place et avait refusé de partir. Quelque part dans une prison fédérale, une femme qui avait autrefois déchiré le dessin d'un enfant en deux fixait un mur de béton, pensant au bruit que fait le papier quand il se déchire. Quelque part à Sarcelles, un peintre en bâtiment était assis dans son camion, fixant un dossier, croyant enfin que son histoire pourrait se terminer différemment de ce qu'il craignait. Et assis même, sur un banc devant une bodega à Saint-Denis, un père et sa fille mangeaient de la glace. Vanille, celle pas chère, celle qui coule sur les doigts si on ne mange pas assez vite. Alice s'est appuyée contre mon bras. Papa, oui, ma puce. Je t'aime très fort. Je t'aime très fort aussi. Plus grand que l'entreprise, plus grand que tout. Elle a hoché la tête, satisfaite. Elle laisse retourner à son cornet. J'ai regardé le ciel orange et violet, les couleurs préférées de Sophie. J'ai touché ma poche, j'ai senti le dessin, le scotch, le cœur qui tenait. J'avais tenu ma promesse, chacune d'elles. À Sophie, à Alice, à Howard Belmont, qui avait fait confiance à un inconnu avec son héritage. À moi-même. La version de moi-même qui s'était tenue dans un appartement de Saint-Denis 8 mois plus tôt, terrifié, détenant le secret d'une femme décédée, me demandant si j'étais assez. J'étais assez. J'avais toujours été assez. J'avais juste eu besoin que le monde arrête de parler assez longtemps pour le prouver. Les lumières des rues se sont allumées. Alice a fini son cornet, a essuyé ses mains sur sa chemise de bataille, celle avec la tache de glace qu'elle ne me laisserait jamais laver. Prête à rentrer? Prête. J'ai pris sa main, de petits doigts enveloppés autour des miens. Nous avons marché sur le trottoir, devant la laverie, devant la bodega, devant la bouche d'incendie où Alice aimait s'équilibrer, devant tout ça, vers la maison, derrière nous. La ville continuait de bouger. Des millions de lumières, des millions d'histoires, des millions de gens portant des dossiers pleins de choses qu'ils avaient peur de montrer au monde. Julien Lefebvre avait montré les siens et le monde avait écouté. Non pas parce qu'il était riche, non pas parce qu'il était puissant, non pas parce qu'il possédait 75% de quoi que ce soit, mais parce qu'il était un père qui tenait ses promesses, parce qu'il s'était levé quand il aurait été plus facile de partir, parce qu'il avait scotché un cœur déchiré et l'avait mis sur le frigo et n'avait jamais oublié ce qui importait. L'homme que Marie Duval avait regardé en ne voyant rien s'était avéré être tout. Pas un PDG, pas un milliardaire, un père. C'était toujours suffisant. C'était toujours toute l'histoire. Julien et Alice ont marché vers la maison dans la lumière déclinante, main dans la main. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y avait rien derrière moi qui importait plus que ce qui était juste à côté de moi. Et le dessin dans ma poche, scotché, déchiré, imparfait et incassable, battait contre ma poitrine comme un second cœur.